Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, après 3 ans d'absence à cause de la pandémie, c'est le retour tant attendu du palmarès des écoles du Journal de Montréal, du Journal de Québec. On va en parler avec Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec. Salut Sébastien. Je ne l'entends pas. Est-ce que là, on a la communication allô? correcte? Oui, salut Sébastien. Alors, écoute, pour ceux, parce que ça fait 3 ans qu'il n'est pas publié, qu'il n'est pas colligé, le palmarès des écoles, à quoi ça sert? Ben, c'est un outil super important, puis on le sait, nous, parce que c'est attendu chaque année avec impatience par nos lecteurs qui, pour beaucoup, sont des parents. Donc, c'est un outil super important lorsque vient le temps de choisir une école secondaire, d'une part. Hein. C'est à ça qu'on peut se référer. C'est à peu près le seul outil qui existe, les seules données qui sont disponibles pour savoir si une école performe bien par rapport à une autre lorsque vient le temps de choisir une école. Donc, quand on est parent d'élèves qui sont en 5e, en 6e année et qu'on envisage un choix d'école pour le secondaire, ben c'est le seul classement qui existe au Québec pour comparer les écoles entre elles. Alors, c'est vraiment utile dans ce sens-là. Ça permet, oui, de comparer les écoles publiques, mais aussi les écoles privées entre elles par région, par territoire, par municipalité, en fonction d'une multitude de critères qui sont, c'est vrai, basés sur les résultats aux examens du ministère en grande partie, mais il y a d'autres éléments qui sont pris en compte quand même dans l'élaboration de ce palmarès. Ben justement, ça doit être hyper compliqué de faire ce palmarès-là parce que tu dois prendre en considération un tas de facteurs. Absolument. C'est sûr que c'est quelque chose qui nécessite, je dirais, une maîtrise des questions mathématiques très poussée. Et c'est pour ça qu'on s'associe à l'Institut Fraser, nous, depuis le début, pour faire ça. C'est l'Institut Fraser qui reçoit les données du ministère de l'Éducation. Eux, ils font ça depuis une 20aine d'années. On est associés à eux depuis plus de 15 ans maintenant. Ils ont leur propre système pour élaborer une cote, OK? Une cote qui est au fond une note sur 10, qu'ils calculent en fonction d'une série de paramètres. Donc, oui, les résultats aux examens du ministère, mais aussi le taux d'échec, le taux de retard, l'écart par rapport à la moyenne, la proportion d'élèves en difficulté. Donc, tout ce qui est mesurable. Hein? C'est sûr qu'il y a des gens qui aimeraient que les indicateurs soient un peu plus tiennent compte de d'autres facteurs, par exemple des facteurs socio-économiques, des facteurs de défavorisation, mais malheureusement, on peut pas inventer des données qui n'existent pas. Donc, on est obligé de travailler avec celles qui existent, puis les interpréter dans la mesure de ce qui est possible. Et ça nous donne cet outil-là qui est le plus complet qui existe. Écoute, ça rentre dans le mouvement qu'on a depuis quelques années dans le journalisme, ce qu'on appelle le data journalism, c'est-à-dire que on s'est dit à un moment donné, il y a des milliards de données qui circulent. Comment on peut traiter ces données-là puis les transformer en informations pour que ces données-là, qui sont totalement abstraites, comment on peut les traiter, les colliger, les analyser de façon à ce que ça devienne utile pour les gens? Tu as tout à fait raison. C'est un bon exemple de journalisme de données. Puis je dirais même, puisque ça fait 15 ans qu'on le fait, on était un peu des précurseurs dans ce thème-là, parce que c'est en vogue depuis quelques années, le journalisme de données. Et ce qui a propulsé ça ces derniers temps, c'est vraiment le virage numérique que tous les médias de la planète empruntent. On n'y fait évidemment pas exception. Et d'ailleurs, demain, à partir des données de l'Institut Fraser et de ce classement-là, on va rendre disponible un outil sur le web qui est vraiment fascinant, qui permet cette année pour la première fois de sélectionner jusqu'à 5 écoles puis de les comparer en un coup d'œil sur un seul et même écran de téléphone cellulaire, de tablette, d'ordinateur. Donc vraiment, on améliore l'expérience, on permet à nos lecteurs d'aller plus loin. Et c'est aussi le journalisme de données qu'on fait dans le contexte du palmarès qui fait en sorte qu'on est capable de tirer des conclusions qui vont au-delà des célèbres classements habituels. Tu sais, là, on a le classement des écoles privées, on a le classement des écoles publiques, et on en a un qu'on publie depuis bientôt 3 ou 4 ans, là, si ma mémoire est fidèle, qui est celui des écoles qui accueillent plus de 30% d'élèves en difficulté. Alors, pourquoi on a commencé à faire ça il y a quelques années? Oui, c'est bon, ça. L'idée de ça, c'était de mettre de l'avant des écoles qui, pour la grande majorité, ne sélectionnent pas leurs élèves. Donc, ça permet de voir quand tu sélectionnes pas tes élèves, que tu sois au privé ou au public, comment tu performes? Et là, on arrive vraiment avec une liste distincte d'écoles qui vraiment se démarquent. C'est de cette façon-là qu'on est capable de tirer des conclusions. Parce que c'est sûr que, je sais pas, moi je pense au collège Jean de Brébeuf, au collège Jean Eudes, qui sont évidemment d'excellentes institutions,
ce qui existe depuis une époque lointaine, qui ont formé certains de nos grands Québécois dans l'histoire. C'est évident que ces écoles-là qui sélectionnent leurs élèves et qui ne prennent que les meilleurs, ben partent quand même avec une longueur d'avance par rapport à une école de quartier qui sélectionne personne, qui fait de son mieux. Alors, quand on voit des écoles qui se démarquent, puis ce midi, sur nos sites web, on va avoir l'histoire d'une école de l'Outaouais, l'école Sieur de Coulonges, qui a vraiment connu une explosion de son résultat, de sa performance dans le palmarès. Donc, elle est passée d'une cote de 3, quelques à 7. OK? Donc, au fond, elle a doublé sa performance en seulement 1 an. Bon, comment on arrive à faire ça? En une édition du palmarès, comment on arrive à faire ça? C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, on va l'expliquer dans ce reportage-là. C'est vraiment super fascinant. Puis, on arrive chaque année avec des histoires d'écoles là, qui mettent de l'avant des pratiques hors de l'ordinaire qui font en sorte que, oui, elles ne sélectionnent pas leurs élèves, ces écoles-là, mais elles réussissent quand même à tirer leur épingle. Et Sébastien, il y a des détracteurs qui vont dire, ben là, c'est rendu que les parents, ils magasinent leur école comme ils magasinent un char, par exemple, puis ils sont comme des consommateurs, ils se voient, puis tu sais, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nos enfants. On veut qu'ils aient la meilleure éducation possible pour qu'ils puissent s'en sortir. Hein. On l'a vu, là, pour les jeunes, c'est pas facile. La situation économique est pas facile. On veut qu'ils puissent s'en sortir, qu'il y ait une bonne éducation. Et pourquoi pas qu'on n'utiliserait pas un outil pareil pour choisir la meilleure école? Tout à fait d'accord avec toi. Et si on s'était arrêté à ces critiques-là, qui étaient bruyantes dans les premières années de publication du classement et qu'on entend presque plus aujourd'hui, on aurait arrêté. Mais on le fait pas pour ces lobbies-là, puis ces groupes-là, le palmarès des écoles. On le fait pour nos lecteurs, pour les parents du Québec, puis aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par la performance globale du réseau de l'éducation, qui nous coûte des milliards chaque année là, comme contribuables québécois. Donc, il y a ça aussi qui est un aspect important. Cela dit, je dois avouer que les critiques qu'on a reçues au fil du temps ont quand même permis d'améliorer la formule. C'est à partir de ces critiques-là qu'on est arrivé dans un premier temps avec un classement distinct pour les écoles publiques puis un autre distinct pour les écoles privées. C'est aussi à partir de suggestions comme ça qu'on a lancé le classement des écoles qui accueillent plus de 30% d'élèves en difficulté. 30%, c'est quand même énorme. Mais Soit dit en passant, dans la prochaine édition, on se dit qu'on va devoir hausser la barre à 35%. Parce qu'il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Puis là, le nombre d'écoles qui entrent dans ce groupe-là commence à être encore peut-être trop nombreux là, pour permettre une comparaison juste. Donc, c'est sûr qu'il y a des critiques. On les a eues, on les a entendues, on les a accueillies. On les entend beaucoup moins, je dois dire, depuis quelques années. Et puis cette année-ci, je suis convaincu que les syndicats d'enseignants ont autre chose à faire que de critiquer le palmarès. Sébastien, il y a des choses intéressantes parce qu'il y a des gens qui disent, tu disais, là, tu sais, les écoles privées, ils peuvent choisir, ils peuvent prendre les meilleurs, puis tout ça. Donc, c'est sûr que les écoles privées vont avoir un meilleur score. Je regarde Montérégie. Montérégie, il y a une école publique qui est classée 9,6. L'école d'éducation internationale, l'école publique qui est classée 9,6, puis tu as une école privée qui est classée 8,5. Donc là, en Montérégie, tu as des écoles publiques qui performent mieux que des écoles privées. Absolument. Mais encore une fois, il faut regarder, il faut aller un peu plus loin des fois que la cote, il faut regarder la fiche détaillée, il faut regarder l'ensemble des données. Qu'est-ce que ça trahit, ce résultat-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le cas de l'éducation, l'école d'éducation internationale, je crois que c'est de McMasterville, ben c'est une école qui performe admirablement bien chaque année parce que c'est une école publique, oui, mais qui sélectionne ses élèves. Donc, c'est une école publique, mais qui offre un projet particulier. À l'inverse, on a des écoles, je pense au Collège Charlemagne, par exemple, sur la Rive-Sud, où il y en a d'autres aussi, qui n'ont pas la même approche dans la sélection des élèves ou dans leur classement d'élèves et qui vont peut-être se retrouver un peu moins favorisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut pousser l'analyse un peu plus loin. Puis des fois, regarder combien y a-t-il d'élèves en difficulté dans cette école-là. Quel est l'écart entre les garçons et les filles? Est-ce qu'il y a vraiment un écart ou est-ce que l'école a réussi à réduire l'écart entre les garçons et les filles? Moins l'écart est important, au fond, plus l'enseignement est offert équitablement ou à un niveau de qualité, je dirais, comparable à tout le monde. Donc, ce sont des données qu'on peut comparer. Sébastien, tu peux choisir ton école ou on dit si tu habites dans telle rue, telle adresse, tu vas aller à cette école-là puis tu n'as pas le choix? En fait, officiellement, la loi permet de choisir son école. La réalité, elle est tout autre. C'est sûr que quand on est au réseau public, les choix sont plus limités, c'est évident. Surtout quand on est en région éloignée, par exemple. Il n'y a pas nécessairement une offre très importante. Cela dit,
oui, il est possible de choisir son école, il est possible d'inscrire son enfant dans une école à projet particulier, de choisir une autre école que celle de son quartier, surtout si on est dans un milieu où il y a beaucoup d'offres en termes d'enseignement, en termes d'éducation. Mais c'est vrai que c'est pas possible partout. Il y a des régions éloignées, il y a des régions à l'extérieur des grands centres où l'offre est très limitée. Donc, on a quand même l'opportunité de regarder qu'est-ce qui s'offre au privé, qu'est-ce qui s'offre au public, bon, qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire. Et puis, quand on n'a pas l'opportunité de choisir son école, bien, un guide comme celui-là nous permet au moins de comprendre la performance des établissements de son secteur pour peut-être influencer ce qui s'y passe, pour peut-être avoir un apport positif sur la façon dont l'école est gérée, dont l'enseignement y est prodigué. Donc, il y a toutes sortes d'avantages à rendre public ces données-là. Et cet outil-là va être disponible, entre autres, demain, là, l'outil où on va pouvoir comparer. Ça, c'est gratuit? Ben oui, absolument. Ça va être disponible sur nos sites web, Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, dès minuit, dès demain, en fait, c'est un outil qu'on rend disponible chaque année. Cette année, il est bonifié, il va plus loin, comme je l'expliquais tantôt, permet de comparer jusqu'à 5 écoles en même temps, les données de chacune de ces écoles-là en un coup d'œil. On peut se promener partout au Québec et regarder le rendement de toutes les écoles. Il y a 468 écoles dans le palmarès cette année. Donc oui, et en version papier, parce que c'est un produit, on le sait, le palmarès des écoles, que les gens aiment encore consulter en format papier. Ben, il va être disponible dans un cahier de 36 pages demain dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Et ça, c'est une habitude que bien des gens qui ont pris de consulter ce cahier-là en format papier en famille, tu sais, de regarder ensemble, bon, comment fonctionne, a performé ton école cette année, moi, je suis allé à cette école-là, puis là, les gens regardent ça entre eux. Donc, il y a quand même cette expérience-là aussi qui, on le sait, est appréciée chaque année. Hey, cette école-là a l'air de la fun. On va déménager dans le quartier pour t'envoyer dans cette école-là. Bref, écoute, il y a peut-être des gens qui font ça aussi, là. Merci beaucoup. C'est à partir de demain, donc, après 3 ans d'absence qui revient, le palmarès des écoles, c'est une bonne nouvelle. C'est toute une sacrée job, colliger ça. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup... Et c'est gratuit. Comment on va... Ben, c'est pas un modèle d'affaires, ça, de donner des choses comme ça aux gens gratuitement, alors que ça a pris tant de temps monter ça. Je l'ai bien mentionné que il est disponible en format papier aussi pour les gens qui voudront acheter le journal. Okay. Merci beaucoup, Salut, Sébastien. Richard. Salut, merci, Sébastien. bonne journée.